Jean-Pierre Moreau n'imaginait pas qu'en vendant son étalon mourant pour un misérable euro à cette femme mystérieuse, il signerait le contrat le plus important de sa vie. Quand Élisabeth Dufresne lui tend ce billet avec un sourire énigmatique, il ignore encore que derrière cette transaction symbolique se cache un empire pharmaceutique, une révolution médicale et le début d'une passion qu'il croyait à jamais éteinte. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'aimer la vidéo et de commenter d'où dans le monde vous regardez. Allons-y. Le soleil se levait paresseusement sur les collines verdoyantes de la Normandie, baignant la ferme des Moreau d'une lumière dorée. Jean-Pierre Moreau, 68 ans, contemplait son domaine depuis la véranda de sa maison en pierre du XVIIIe siècle. Ses yeux, d'un bleu délavé par les années, s'attardèrent sur les écuries au loin. Une douleur familière lui serra le cœur. Encore à ruminer dès l'aube, la voix de Mathilde, sa gouvernante depuis 20 ans, le tira de ses pensées. Elle déposa un plateau avec du café fumant et des croissants tout chauds sur la table en fer forgé. « Le vieux a le droit de contempler ce qu'il a bâti, non ?» répondit Jean-Pierre en esquissant un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Ce n'est pas votre domaine que vous contemplez, c'est cette écurie. » Mathilde versa le café dans une tasse en porcelaine. « Et nous savons tous les deux pourquoi. » Jean-Pierre soupira. Inutile de nier. Tonnerre. Son étalon noir, autrefois la fierté de son élevage, maintenant réduit à une créature souffrante qui peinait à se tenir debout. 3 vétérinaires avaient confirmé le diagnostic. Arthrite dégénérative sévère, incurable. Le grand champion qu'il avait été ne galoperait plus jamais. « J'ai mis l'annonce dans le journal ce matin », dit-il en prenant une gorgée de café. « $1 symbolique ?» Mathilde secouait la tête, incrédule. Cet étalon valait une fortune il y a encore 2 ans, et maintenant il ne vaut plus rien. La voix de Jean-Pierre se brisa légèrement. « Je ne peux pas le garder, je n'ai pas le temps de lui donner les soins quotidiens dont il a besoin. Mais je ne peux pas non plus l'envoyer à l'abattoir, » termina Mathilde. « Je sais. » Le téléphone sonna à l'intérieur de la maison. Mathilde disparut pour répondre, laissant Jean-Pierre seul avec ses pensées. Il se souvenait du jour où il avait acheté Tonnerre, un poulain fougueux aux jambes interminables. Il avait vu son potentiel immédiatement. Sous sa direction, l'animal était devenu un champion, remportant compétition après compétition. La fortune de Jean-Pierre, déjà considérable grâce à l'héritage familial et ses investissements avisés, était encore accrue grâce au prix et aux frais de reproduction. Tonnerre avait engendré une lignée de champions. Et maintenant, il était là, boiteux, souffrant, inutile. « Monsieur !» Mathilde réapparut, quelqu'un au téléphone pour l'annonce. Une certaine Madame Dufresne. Jean-Pierre fronça les sourcils. « Déjà, l'annonce est parue il y a à peine 1 heure. Elle dit qu'elle passera ce matin, si cela vous convient. » Ce matin, eh bien... Jean-Pierre haussa les épaules. « Dites-lui de venir. » 3 heures plus tard, une modeste Renault Clio bleue remontait l'allée de gravier. Jean-Pierre, qui s'était changé pour un pantalon de toile et une chemise propre, observait depuis la fenêtre de son bureau. La voiture s'arrêta devant la maison. Une femme en descendit, surprenant Jean-Pierre. Il s'attendait à un jeune cavalier amateur ou à un propriétaire de petit centre équestre. Pas à cette femme élégante d'une 50aine d'années, vêtue d'un tailleur sobre, mais visiblement coûteux. « Madame Dufresne, je présume », dit-il en sortant pour l'accueillir. « Élisabeth Dufresne, enchantée. » Sa poignée de main était ferme, son sourire mesuré. « Merci de me recevoir si promptement, monsieur Moreau. »« Jean-Pierre, je vous en prie. Vous êtes venu pour Tonnerre ?» Elle acquiesça. « Votre annonce était intrigante. » Un étalon pur sang pour un euro symbolique, cela cache forcément une histoire triste, j'en ai peur. Venez, je vais vous montrer. Ils traversèrent les jardins impeccables pour atteindre les écuries. L'odeur familière du foin frais et du cuir les accueillit.
Au fond du bâtiment, dans un box plus spacieux que les autres, se tenait Tonnerre. Même diminué, l'animal restait magnifique. Son pelage noir luisait sous la lumière qui filtrait par la lucarne, mais sa posture était celle d'un animal en souffrance. Le poids porté principalement sur 3 jambes, la 4e, l'antérieure droite, à peine touchant le sol. « Mon Dieu !» murmura Elisabeth. « C'est un superbe animal. »« Elle, était, corrigea Jean-Pierre avec amertume, arthrite dégénérative, 3 vétérinaires, même diagnostic. »« Incurable !» Elisabeth s'approcha lentement du box. Tonnerre leva la tête, ses grands yeux bruns évaluant la visiteuse. Elle tendit la main, paume ouverte. Elle, étalon, hésita, puis avança son museau pour renifler. « Il a confiance », observa Jean-Pierre, surpris. « Les animaux sentent certaines choses. » Elisabeth caressait maintenant l'encolure puissante de Tonnerre. « Quel âge a-t-il » ? 12 ans, encore jeune pour un cheval. « Il aurait pu » Jean-Pierre s'interrompit. « Pourquoi $1 » demanda-t-elle doucement, sans quitter Tonnerre des yeux. « Je cherche quelqu'un qui lui donnera une fin de vie décente. Pas un éleveur qui voudrait l'exploiter malgré sa condition, ni un boucher. Juste quelqu'un qui prendra soin de lui, sans attente. » Elisabeth se tourna vers lui, son regard soudain intense. « Et si je vous disais que j'ai d'autres attentes ?» Jean-Pierre se raidit. « Bien alors, l'affaire est terminée. Je ne laisserai pas Tonnerre souffrir davantage. » Un sourire énigmatique apparut sur les lèvres d'Elisabeth. « Pas ce genre d'attente, monsieur Moreau. Je crois que Tonnerre et moi avons beaucoup à nous offrir mutuellement. » Jean-Pierre fronça les sourcils, intrigué par les paroles énigmatiques de Elisabeth Dufresne. Il l'observa plus attentivement. Son allure sobre cachait une évidente aisance financière. La montre discrète à son poignet était une Patek Philippe, il en était certain. Sa voiture modeste ne correspondait pas à sa tenue. « Que voulez-vous dire exactement ?» demanda-t-il, méfiant. Elisabeth caressa doucement le museau de Tonnerre avant de se tourner vers Jean-Pierre. « Pourrait-on discuter autour d'un café ?» « Ce que j'ai à vous proposer mérite une conversation plus approfondie. » Quelques minutes plus tard, ils étaient assis sur la terrasse, Mathilde leur ayant servi du café frais. Jean-Pierre remarqua que Elisabeth n'avait pas touché à sa tasse, semblant peser ses mots. « Je dirige une fondation », commença-t-elle finalement. « La fondation Dufresne pour la recherche équine. Notre centre est basé près de Saint-Malo, à environ 3 heures d'ici. » « Jamais entendu parler, » admit Jean-Pierre. « Nous maintenons un profil discret. Notre travail est, disons, controversé aux yeux de certains. » Jean-Pierre se redressa, immédiatement sur ses gardes. « Je vous ai dit que je ne voulais pas que Tonnerre souffre davantage. Et je respecte cela. » Elisabeth leva la main en signe d'apaisement. Et notre fondation développe des thérapies expérimentales pour les pathologies équines considérées comme incurables. L'arthrite dégénérative est précisément l'une des conditions que nous traitons. Des traitements expérimentaux ? Jean-Pierre secoua la tête. 3 vétérinaires m'ont dit qu'il n'y avait pas de solution. 3 vétérinaires conventionnels, corrigea Elisabeth. Notre équipe combine médecine traditionnelle et approches innovantes. Nous avons des résultats prometteurs, mais nous avons besoin de cas comme Tonnerre pour affiner nos protocoles. Le vieil homme resta silencieux, tiraillé entre méfiance et espoir. « Qui êtes-vous vraiment, Madame Dufresne ?» Un sourire énigmatique apparut sur les lèvres de Elisabeth, une passionnée comme vous. « On ne finance pas une fondation de recherche avec de la passion, » répliqua-t-il. « Non, en effet. » Elle prit enfin une gorgée de café. Mon nom complet est Elisabeth Dufresne Lacroix. Jean-Pierre écarquilla les yeux, faisant enfin la connexion. Des laboratoires Lacroix. Elle inclina légèrement la tête. Mon père a fondé l'entreprise.
Je siège toujours au conseil d'administration, mais j'ai cédé la direction opérationnelle il y a 5 ans pour me consacrer à la fondation. Les laboratoires Lacroix constituaient l'un des plus grands groupes pharmaceutiques européens, avec un chiffre d'affaires annuel dépassant les 3 milliards d'euros. Jean-Pierre comprenait maintenant d'où venaient des ressources pour financer de telles recherches. « Pourquoi les chevaux ?» demanda-t-il. « Pourquoi pas la recherche contre le cancer ou d'autres maladies humaines ?» Le regard d'Élisabeth s'assombrit, fixant un point invisible au-delà des collines. « J'ai grandi entouré de chevaux au haras de Valmondois, la propriété familiale. Mon premier poney s'appelait Étoile. J'avais 8 ans quand elle a développé une boiterie similaire à celle de Tonnerre. » Sa voix se fit plus basse. À l'époque, il n'y avait qu'une solution. « Mon père a insisté pour que j'assiste à son euthanasie, pour m'endurcir, disait-il. « Je suis désolé, murmura Jean-Pierre. J'ai juré ce jour-là que je trouverais une solution. » Elle se redressa, reprenant contenance. Les avancées vétérinaires bénéficient souvent à la médecine humaine par la suite. Nos recherches sur l'arthrite équine ont déjà des applications potentielles pour les humains. Jean-Pierre hocha lentement la tête, commençant à comprendre. Combien de chevaux avez-vous traités? 17 jusqu'à présent. 14 ont montré des améliorations significatives. 7, une récupération quasi totale de leur mobilité. Et les 3 autres? Élisabeth soutint son regard. L'honnêteté est essentielle entre nous, Monsieur Moreau. 2 n'ont pas répondu au traitement. Nous avons dû les euthanasier pour abréger leur souffrance. Le 3e a développé une réaction allergique aux composés et a succombé à un choc anaphylactique malgré notre intervention. Jean-Pierre apprécia sa franchise. Beaucoup lui auraient menti ou enjolivé les résultats. Je ne peux rien vous promettre pour Tonnerre, continua-t-elle. Mais je vous garantis ceci, il sera traité avec respect et dignité. S'il souffre, nous arrêterons. S'il montre des signes d'amélioration, nous poursuivrons le traitement. Dans tous les cas, il vivra ses derniers jours dans le confort. Et si le traitement fonctionne, demanda Jean-Pierre, une lueur d'espoir dans la voix. Si le traitement fonctionne, répondit Élisabeth, vous aurez contribué à une avancée majeure pour tous les chevaux souffrant d'arthrite. Quant à Tonnerre, il vous reviendra de décider de son avenir. Me revenir, je croyais que vous l'achetiez. Je l'achète pour 1 euro symbolique comme stipulé dans votre annonce. Mais si nous parvenons à le guérir, vous aurez priorité pour le racheter, au même prix. Jean-Pierre étudia attentivement le visage d'Élisabeth, cherchant des signes de tromperie. Il n'en trouva aucun. « J'aimerais voir votre centre, » dit-il finalement, avant de prendre ma décision. Bien sûr, pouvez-vous venir demain? Je vous ferai visiter nos installations. Demain me convient. Élisabeth sortit une carte de visite de son sac et la lui tendit. Voici l'adresse. Venez vers 10 heures, je vous ferai personnellement visiter. Alors qu'elle se levait pour partir, Jean-Pierre sentit un mélange confus de émotion, espoir, méfiance, curiosité. Une dernière chose, dit Élisabeth en s'arrêtant. Pourquoi avoir fixé le prix à 1 dollar et non à 1 euro, comme vous venez de le mentionner? Nous sommes en France, après tout. Jean-Pierre sourit légèrement. Une vieille habitude. Mon grand-père disait toujours qu'un cheval ne se donne pas. Cela porte malheur. Il doit être vendu, ne serait-ce que pour 1 pièce. Et lui préférait dire 1 dollar plutôt qu'1 franc ou 1 euro. Une excentricité que j'ai conservée. Les traditions ont leur importance, approuva Élisabeth. À demain, Monsieur Moreau. Jean-Pierre la regarda éloigné, se demandant s'il venait de rencontrer la sauveuse de Tonnerre ou si tout ceci était trop beau pour être vrai. Le lendemain matin, Jean-Pierre conduisait sa Mercedes le long de la côte bretonne, les pensées tourbillonnant dans son esprit. Il avait à peine dormi, ressassant sa conversation avec Élisabeth Dufresne. Une part de lui voulait désespérément croire à cette chance inespérée pour Tonnerre, tandis qu'une autre
façonné par 68 années d'expérience, lui conseillait la prudence. « Tu deviens sentimental, mon vieux », marmonna-t-il en ralentissant à l'approche d'un imposant portail en fer forgé. Le GPS annonça « Vous êtes arrivé à destination ». Jean-Pierre examina la propriété depuis sa voiture. Un mur de pierre courait sur plusieurs centaines de mètres, dissimulant l'essentiel du domaine. Seul le toit d'un manoir était visible au loin, ainsi que ce qui semblait être des installations équestres modernes. Il s'approcha de l'interphone et s'identifia. Le portail s'ouvrit silencieusement. L'allée, bordée de chênes centenaires, menait à une cour pavée devant un élégant manoir breton du XVIIe siècle. Élisabeth l'attendait sur le perron, vêtue plus simplement que la veille. Pantalon d'équitation, bottes et chemise blanche. « Bonjour, monsieur Moreau », l'accueillit-elle. « Le voyage s'est bien passé ?»« Sans encombre », répondit-il en serrant sa main. « Vous avez une propriété remarquable, le manoir de Kerlaouan. Il appartenait à ma grand-mère maternelle. C était un haras traditionnel avant que je ne le transforme en centre de recherche. » Elle le guida vers un bâtiment moderne adjacent au manoir historique. En entrant, Jean-Pierre fut surpris par le contraste. L'extérieur respectait l'architecture traditionnelle bretonne, mais l'intérieur abritait un laboratoire ultramoderne. Des chercheurs en blouse blanche travaillaient derrière des parois vitrées, manipulant des équipements sophistiqués. « Notre équipe compte 15 chercheurs permanents », expliqua Élisabeth, dont 7 vétérinaires spécialisés et 4 médecins reconvertis dans la recherche équine. Les autres sont biologistes, biochimistes ou techniciens. « Impressionnant », admit Jean-Pierre. « Tout ça financé par votre fortune personnelle ? » « En grande partie. » Nous recevons également quelques subventions européennes et des donations privées, mais je reste le principal mécène. Elle s'arrêta devant une porte sécurisée. Ce que je vais vous montrer maintenant est le cœur de notre recherche. Ils entrèrent dans une vaste salle climatisée où s'alignaient des éprouvettes et des machines d'analyse. Un homme d'une 60aine d'années, aux cheveux grisonnants et au regard vif, s'approcha. « Jean-Pierre, voici le professeur Antoine Mercier, notre directeur scientifique. Antoine, Jean-Pierre Moreau, le propriétaire de Tonnerre dont je t'ai parlé. » « Monsieur Moreau », salua le scientifique en lui serrant vigoureusement la main. « Élisabeth m'a beaucoup parlé de votre champion. Son cas m'intéresse particulièrement. »« Comment ça ?» demanda Jean-Pierre, méfiant. Le professeur le conduisit vers un écran d'ordinateur affichant des formules chimiques complexes. Notre traitement repose sur une approche en 3 phases. D'abord, nous utilisons des cellules souches prélevées sur le cheval lui-même pour régénérer le cartilage endommagé. Ensuite, nous injectons un composé anti-inflammatoire nouvelle génération que nous avons développé spécifiquement pour les équidés. Enfin, nous appliquons un protocole de physiothérapie assisté par robotique. Jean-Pierre secoua la tête. « Excusez-moi, mais je ne comprends pas la moitié de ce que vous dites. En termes simples, pouvez-vous vraiment aider Tonnerre ?» Le professeur échangea un regard avec Élisabeth avant de répondre. « Monsieur Moreau, en toute honnêteté, je ne peux rien garantir. Mais d'après les radiographies qu'Élisabeth a prises hier, votre étalon présente un profil similaire à celui de Phénix, l'un de nos plus grands succès. »« Phénix, je vais vous le montrer, » intervint Élisabeth. « C'est la partie la plus importante de notre visite. » Ils quittèrent le laboratoire pour se diriger vers un complexe équestre ultramoderne. Jean-Pierre reconnut immédiatement la qualité des installations, box spacieux, sols spéciaux, amortissant les impacts, système de ventilation perfectionné. « Nous hébergeons actuellement 12 chevaux à différents stades de traitement, » expliqua Élisabeth en le guidant le long d'un couloir impeccable. Ils s'arrêtèrent devant un enclos extérieur où un magnifique alezan galopait librement.
Le cheval exécuta une volte parfaite avant de s'approcher de la barrière. Curieux. C'est Phénix, dit Elisabeth avec une fierté évidente. Il y a 8 mois, il ne pouvait plus poser sa jambe arrière gauche au sol. Arthrite dégénérative comme Tonnerre. Jean-Pierre observa le cheval avec incrédulité. Aucune trace de boiterie était visible. L'animal se déplaçait avec la grâce et la puissance d'un athlète en pleine forme. « C'est miraculeux », murmura-t-il. « Pas un miracle », corrigea le professeur Mercier. « De la science, des années de recherche, d'échecs et de persévérance. » Jean-Pierre s'approcha de la barrière. Phénix tendit son museau et souffla doucement contre sa main tendue. « Pourquoi personne n'est au courant de ces avancées ?» demanda-t-il sans quitter elle étalon des yeux. Elisabeth soupira. « C'est compliqué. Notre approche utilise des techniques qui n'ont pas encore reçu toutes les validations officielles. Nous sommes dans une zone grise réglementaire. Vous voulez dire que c'est illégal ?» Jean-Pierre se tourna brusquement vers elle. « Pas illégal, » précisa le professeur. « Disons, en avance sur la législation. Nos méthodes seront standards dans 10 ans, mais aujourd'hui, elles sont considérées comme expérimentales. » Jean-Pierre resta silencieux, évaluant les implications. « Et c'est pour ça que vous restez discret. » Elisabeth acquiesça. « Exactement. Nous préférons obtenir des résultats concrets avant de nous exposer aux critiques et aux batailles administratives. » Ils poursuivirent la visite, découvrant d'autres chevaux à différents stades de traitement. Certains montraient des améliorations spectaculaires, d'autres des progrès plus modestes. Jean-Pierre remarqua qu'Elisabeth connaissait chaque animal par son nom, son histoire, ses préférences. Ce N n'était pas seulement une femme d'affaires finançant un projet, mais une passionnée investie personnellement. Et voici Eclipse, dit-elle en s'arrêtant devant un box où une jument grise somnolait paisiblement. C'est notre cas le plus récent, arrivé il y a 3 semaines. Elle commence tout juste à montrer des signes d'amélioration. Jean-Pierre s'approcha. La jument ouvrit un œil, l'observa sans crainte, puis se rendormit. « Elle ressemble à la mère de Tonnerre, » murmura-t-il. « Même tête, même port d'oreille. Lignée sel français ? Oui, côté maternel. Son père était un pur sang. » Elisabeth hocha la tête, compréhensive. « Ou Tonnerre sera bien ici, entouré de ses semblables. Nous limitons volontairement le nombre de patients pour garantir une attention personnalisée. » Ils terminèrent la visite par une salle de rééducation équipée de tapis roulants, immergés et d'appareils de physiothérapie sophistiqués. Jean-Pierre était impressionné malgré lui. Tout semblait légitime, professionnel, loin de l'image d'expérimentation douteuse qu'il avait d'abord redoutée. « Des questions ?» demanda finalement Elisabeth, tandis qu'il regagnait la cour principale. Jean-Pierre prit une profonde inspiration. « Combien coûterait un tel traitement, normalement ?» Elisabeth sourit, comprenant sa question sous-jacente. « Environ 85 000 € par cheval, en comptant les analyses, les interventions, les soins post-opératoires et la rééducation sur 6 mois. » Jean-Pierre siffla entre ses dents. « Une somme considérable. La recherche médicale n'est jamais bon marché, » confirma-t-elle. « Mais c'est un investissement pour l'avenir. Chaque cas nous rapproche d'un protocole standardisé qui pourrait, un jour, être accessible à tous. » « Et vous proposez cela gratuitement ? » ?»« Je vous propose un échange, » corrigea-t-elle. « Tonnerre reçoit nos soins, et nous recevons des données précieuses pour notre recherche. Sans compter qu'un cheval de son calibre, avec son palmarès, apportera une crédibilité supplémentaire à nos résultats, le moment venu. » Jean-Pierre acquiesça lentement, comprenant mieux sa motivation. « Vous voulez Tonnerre comme porte-étendard. Si le traitement fonctionne, oui. Un champion comme lui, revenant en pleine forme après avoir été déclaré incurable par la médecine conventionnelle. Ce serait un argument de poids. Et s'il ne répond pas au traitement, le visage d'Elisabeth s'assombrit légèrement.
Alors nous aurons tenté tout ce qui était humainement possible, et il partira dignement, sans souffrance inutile. Jean-Pierre se tourna vers le manoir, admirant l'architecture bretonne traditionnelle. Des oiseaux chantaient dans les arbres centenaires, et au loin, on entendait le hennissement d'un cheval. C était un endroit paisible, presque hors du temps. « $1 alors ?» dit-il finalement. Elisabeth sortit un billet d'1 € de sa poche. « 1 € si vous permettez. Nous sommes en France, après tout. » Jean-Pierre prit le billet, étrangement ému par ce geste symbolique. « Quand pourriez-vous le prendre en charge ?»« Dès demain, si vous êtes d'accord. » Notre équipe viendra avec un van spécialement aménagé pour le transport des chevaux à mobilité réduite. Si vite, plus tôt nous commençons, meilleures sont ses chances. Jean-Pierre hésita encore un instant. « Je peux venir le voir pendant le traitement ?»« Bien sûr, répondit Elisabeth sans hésitation. Nous organiserons des visites régulières. Tonnerre restera votre cheval, moralement sinon légalement. Alors c'est d'accord, décida Jean-Pierre en lui tendant la main. Ils scellèrent le raccord d'une poignée de main ferme. Jean-Pierre ressentit un mélange de soulagement et d'appréhension. Il confiait son précieux Tonnerre à une quasi-inconnue sur la base d'une visite et d'une intuition. Était-ce de la folie? « Je vous promets que nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour lui, dit Elisabeth, comme si elle lisait dans ses pensées. Je vous fais confiance, répondit-il. Ne me faites pas regretter cette décision. Le lendemain, comme convenu, un van aménagé arriva à la ferme des Moreaux. Jean-Pierre observa les 2 vétérinaires et l'assistant préparer soigneusement Tonnerre pour le voyage. Ils utilisèrent un système de sangle spécial pour soutenir ses membres douloureux pendant le transport. « On dirait qu'il comprend », murmura Mathilde, qui se tenait à côté de Jean-Pierre. « Regardez comme il est calme. » Était vrai. Tonnerre, habituellement nerveux lors des chargements, semblait étrangement serein. Il suivit docilement les instructions, plaçant ses sabots exactement où les vétérinaires le guidaient. Lorsque vint le moment des adieux, Jean-Pierre s'approcha de son fidèle compagnon. « Batte-toi, mon vieux », chuchota-t-il en caressant son encolure puissante. « Montre-leur que tu es un champion. » Tonnerre hennit doucement, comme pour répondre. Puis les portes du van se refermèrent et l'équipe des Elisabeth prit la route vers la Bretagne, emportant avec eux non seulement un cheval de valeur, mais aussi une part du cœur de Jean-Pierre. Les semaines suivant le départ de Tonnerre écoulèrent avec une lenteur exaspérante pour Jean-Pierre. Chaque matin, son regard s'attardait sur le box vide en passant devant les écuries. Mathilde avait remarqué ses visites plus fréquentes aux autres chevaux, comme s'il cherchait à combler un vide. « C'est la 3e fois aujourd'hui que vous vérifiez le poulain des Étoiles », commenta-t-elle un après-midi pluvieux, en lui tendant un parapluie. « Il me rappelle Tonnerre au même âge », répondit Jean-Pierre, observant le jeune cheval qui gambadait sous la pluie, insouciant. « Vous avez des nouvelles ?» demanda-t-elle, sachant parfaitement ce qui préoccupait son patron. « Elisabeth a appelé hier. Les analyses préliminaires sont encourageantes, mais il est trop tôt pour crier victoire. » Jean-Pierre n'avait pas mentionné la nature expérimentale du traitement à Mathilde, préférant lui épargner ses inquiétudes. Il lui avait simplement dit que Tonnerre participait à un programme de recherche sur l'arthrite équine. Son téléphone vibra dans sa poche. Le nom d'Elisabeth s'afficha sur l'écran. « Jean-Pierre à l'appareil, » répondit-il, se éloignant instinctivement pour s'isoler. « Bonjour, Jean-Pierre. » La voix d'Elisabeth paraissait tendue. « Pouvez-vous venir au centre demain? Il y a eu des développements concernant Tonnerre. » Son cœur se serra. « Bon ou mauvais ?» Un silence. « Elisabeth? Complexe, répondit-elle finalement. « Je préférerais en discuter en personne. »« Je serai là à midi, confirma-t-il, avant de raccrocher. Cette nuit-là, Jean-Pierre dormit à peine, torturé par l'incertitude. Le lendemain, il prit la route avant l'aube, arrivant au manoir de Kerlaouen avec 2 heures d'avance.
Le portail s'ouvrit néanmoins pour lui. Élisabeth l'attendait, les traits tirés. « Vous êtes en avance », constata-t-elle. « Je n'ai pas pu attendre. » Que se passe-t-il avec Tonnerre? Elle le conduisit directement vers les écuries. « Nous avons commencé le traitement il y a 3 semaines. Les premières injections de cellules souches ont été administrées, suivies du composé anti-inflammatoire. Et sa réaction est inhabituelle. » Ils s'arrêtèrent devant un box où Tonnerre se tenait, l'air alerte. Il a développé une réaction que nous n'avions jamais observée auparavant. Jean-Pierre scruta son cheval. Tonnerre semblait en meilleure forme que lors de son départ. Son pelage brillait, ses yeux étaient vifs, mais il continuait à ménager sa jambe avant droite. Quel genre de réaction? Le professeur Mercier les rejoignit, tenant une tablette affichant des graphiques complexes. Son système immunitaire est extraordinairement actif, Monsieur Moreau. Il ne rejette pas le traitement, mais il l'intègre d'une façon que nous n'avions pas anticipée. En termes simples, s'il vous plaît, soupira Jean-Pierre. Élisabeth posa une main sur son bras. Tonnerre réagit positivement, mais différemment des autres chevaux. Son corps semble amplifier les effets du traitement. N'est-ce pas une bonne chose? Potentiellement, intervint le professeur. Mais cela nous oblige à recalibrer complètement notre approche. Nous devons réduire les dosages, espacer les injections, ce qui signifie, insista Jean-Pierre, que le traitement prendra plus de temps que prévu, expliqua Élisabeth. Peut-être le double. Jean-Pierre s'approcha du box. Tonnerre hennit doucement en le reconnaissant, tendant son museau vers lui. Il remarqua que l'étalon semblait moins souffrir, même s'il ne posait toujours pas son sabot droit normalement. Combien de temps? 6 mois minimum, peut-être 8, répondit le professeur. Mais cet imprévu pourrait être une opportunité. Si nous comprenons pourquoi Tonnerre réagit ainsi, nous pourrions améliorer notre protocole pour tous les futurs patients. Jean-Pierre caressa l'encolure de son cheval, pensif. Faites ce qu'il faut. Le temps n'a pas d'importance tant qu'il ne souffre pas. Il ne souffre pas, assura Élisabeth. Au contraire, nos mesures indiquent une réduction significative de la douleur. Après avoir passé quelques moments avec Tonnerre, Jean-Pierre fut invité à déjeuner au manoir. Contrairement à sa visite précédente, Élisabeth le conduisit dans la partie privée, un espace chaleureux qui contrastait avec la modernité clinique du centre de recherche. « C'est différent de ce que j'imaginais », commenta Jean-Pierre en observant les meubles anciens, les bibliothèques remplies de livres usés, les photos de famille. « Vous imaginiez quoi? Un appartement stérile d'acier et de verre ?» sourit Élisabeth en servant 2 verres de vin. « Pour être honnête, oui, quelque chose d'assorti à votre image publique. » « Mon image publique est soigneusement construite, Jean-Pierre. »« Comme la vôtre, j'imagine ?» Il accepta le verre avec un hochement de tête reconnaissant. « La différence, c'est que personne ne s'intéresse à mon image. »« Vraiment ?» Élisabeth haussa un sourcil. Le célèbre éleveur Jean-Pierre Moreau, dont les chevaux ont remporté plus de compétitions que n'importe quel autre élevage normand ces 15 dernières années. Vous sous-estimez votre notoriété. Jean-Pierre fut surpris par sa connaissance détaillée de sa carrière. Vous avez fait des recherches sur moi. Comme vous en avez fait sur moi, j'en suis certaine, répliqua-t-elle sans animosité. Il sourit, admettant tacitement, touché. Leur déjeuner se prolongea bien au-delà de ce que Jean-Pierre avait prévu. La conversation, d'abord centrée sur Tonnerre et les chevaux, dériva progressivement vers leur vie personnelle. Jean-Pierre apprit que Élisabeth avait divorcé 15 ans auparavant d'un banquier d'affaires qui n'avait jamais compris sa passion pour les chevaux. Elle n'avait pas d'enfant. Mon plus grand regret, avoua-t-elle. En retour, il lui parla de son épouse Françoise, décédée d'un cancer 10 ans plus tôt. Elle comprenait les chevaux mieux que quiconque, dit-il. C'est elle qui a insisté pour acheter la mère de Tonnerre, contre l'avis de tous mes conseillers. Elle avait l'œil, commenta Élisabeth, et l'intuition, 2 qualités que je commence à reconnaître chez vous.
Elisabeth sourit, touchée par ce qui semblait être un compliment sincère. « Merci. » Le soleil descendait déjà vers l'horizon quand Jean-Pierre réalisa l'heure. « Mon Dieu, je vous ai accaparé toute la journée. »« Une journée bien employée, » répondit-elle. « Voulez-vous voir Tonnerre une dernière fois avant de partir ?» Ils retournèrent aux écuries, où le professeur Mercier supervisait une séance de physiothérapie pour les talons. Tonnerre marchait lentement sur un tapis roulant spécial, immergé jusqu'aux genoux dans l'eau tiède. Un système de harnais sophistiqué soutenait partiellement son poids. L'hydrothérapie réduit la pression sur ses articulations, expliqua le professeur, tout en maintenant sa masse musculaire, essentielle pour la réussite du traitement. Jean-Pierre observa son cheval, impressionné par sa coopération. « Il semble content. Les chevaux sont comme nous, » dit Elisabeth. Ils se sentent mieux quand la douleur diminue. Avant son départ, Jean-Pierre surprit tout le monde, y compris lui-même, en demandant « Serait-il possible de revenir régulièrement pour suivre ses progrès de près ?»« Bien sûr, » répondit immédiatement Elisabeth. « Nous encourageons les visites des propriétaires. Cela maintient le moral des animaux. » Dans les semaines qui suivirent, Jean-Pierre prit l'habitude de se rendre au manoir de Kerlaouen tous les vendredis. Il observait les progrès de Tonnerre, lents mais constants, et se surprenait à prolonger chaque visite par un déjeuner avec Elisabeth. Parfois, ils étaient rejoints par le professeur Mercier ou d'autres chercheurs, mais souvent, ils restaient seuls, partageant des histoires et des réflexions qui allaient bien au-delà des chevaux et de la médecine. Un vendredi de novembre, 4 mois après le début du traitement, Jean-Pierre arriva pour trouver le centre dans un état d'agitation inhabituel. Des chercheurs courèrent d'un bâtiment à l'autre, et Elisabeth N. n'était pas là pour l'accueillir comme d'habitude. « Que se passe-t-il » demanda-t-il à un assistant qu'il croisait. « Inspection surprise », répondit l'homme, visiblement nerveux. « Ministère de l'Agriculture. Ils sont avec Madame Dufresne et le professeur. » Jean-Pierre sentit son estomac se nouer. Les méthodes expérimentales, la zone grise réglementaire dont Elisabeth avait parlé. Tout cela risquait-il d'être exposé? Il se dirigea vers le bâtiment principal, mais un agent de sécurité l'arrêta. « Désolé, monsieur, accès restreint pendant l'inspection. Je suis Jean-Pierre Moreau, propriétaire de Tonnerre, insista-t-il. Même pour vous, monsieur, ordre strict. » Résigné, Jean-Pierre s'installa sur un banc dans le jardin, attendant des nouvelles. Après presque 2 heures, Elisabeth apparut enfin, l'air épuisé mais soulagé. « Désolé pour ce contretemps, » dit-elle en s'asseyant à côté de lui. « Quelqu'un a déposé une plainte anonyme concernant nos méthodes. Est-ce grave ? Ça aurait pu l'être. » Elle passa une main dans ses cheveux, un geste rare de nervosité chez elle. « Heureusement, nous avons récemment obtenu une dérogation expérimentale pour notre protocole principal. L'inspection s'est bien passée, mais ils reviendront. Cette plainte a attiré l'attention sur nous. Nous ne pourrons plus opérer aussi librement qu'avant. » Jean-Pierre comprit immédiatement les implications. Et pour Tonnerre, son traitement continuera. Ne vous inquiétez pas. Nous l'avons enregistré dans les dossiers officiels dès le début, précisément pour éviter ce genre de problème. Soulagé pour son cheval, Jean-Pierre s'inquiétait néanmoins pour Elisabeth. Et qui aurait pu déposer cette plainte? Elle haussa les épaules, tentant de paraître détachée. Des concurrents, des traditionalistes opposés à nos méthodes. Nous dérangeons beaucoup de monde, Jean-Pierre. Y compris au sein des laboratoires Lacroix? Son regard se durcit. Qu'insinuez-vous? Rien. Mais j'imagine que certains actionnaires pourraient s'inquiéter de voir l'héritière du groupe investir des millions dans des recherches équines controversées. Elisabeth resta silencieuse un moment, puis soupira. Vous êtes perspicace. Mon cousin Laurent, actuel PDG, désapprouve ouvertement ce qu'il appelle mon hobby coûteux.
Il préférerait me voir réintégrer la direction et abandonner ses chevaux boiteux. Ce Laurent, il siège au conseil d'administration de votre fondation, demanda Jean-Pierre alors qu'il marchait vers les écuries. Non, j'ai veillé à ce que la fondation reste indépendante des laboratoires Lacroix. Légalement, Laurent n'a aucun droit de regard sur mes activités ici. Elisabeth s'arrêta, contemplant le soleil qui se couchait derrière les collines bretonnes. Mais il a de l'influence, des contacts, et il s'impatiente de me voir gaspiller ma fortune dans ce qu'il considère comme une excentricité. L'argent est à vous, non? Pas entièrement. Une partie importante de mes actions est encore en gestion fiduciaire, avec des clauses complexes établies par mon père. Laurent utilise cela comme levier. Jean-Pierre comprit qu'il touchait à un sujet sensible. La fortune et le pouvoir créaient des dynamiques familiales que sa simple vie d'éleveur, malgré son aisance, ne lui avait jamais fait connaître. « Venez voir Tonnerre », dit Elisabeth, changeant délibérément de sujet. Il a fait des progrès remarquables cette semaine. En effet, lorsqu'ils arrivèrent au box, Jean-Pierre eut la surprise de voir son étalon posé au sol, sa jambe avant droite, avec une assurance nouvelle. Il n'y avait plus cette hésitation douloureuse, cette réticence à mettre du poids sur le membre blessé. « Incroyable », murmura-t-il, ému. Il porte son poids normalement. Le professeur Mercier les rejoignit, portant sa tablette habituelle. Pas tout à fait normalement, mais nous approchons du but. Les dernières radiographies montrent une régénération spectaculaire du cartilage. Et regardez ceci. Il ouvrit une application sur sa tablette, révélant une modélisation 3D de l'articulation de Tonnerre. En bleu est l'état initial, en vert, aujourd'hui. Vous voyez cette zone? C'est du cartilage neuf, formé à partir de ses propres cellules souches. Et la douleur? S'enquit Jean-Pierre. Réduite d'environ 80% selon nos mesures biologiques. L'inflammation a presque disparu. Jean-Pierre observa Tonnerre avec un mélange de joie et d'incrédulité. Quand pourra-t-il sortir en paddock? Il y va déjà 1 heure par jour, répondit Elisabeth. Nous augmentons progressivement. J'aimerais le voir. Demain matin, promit-elle, il sera plus frais. Pour l'instant, il a eu sa séance d'hydrothérapie et mérite de se reposer. Cette nuit-là, pour la première fois, Jean-Pierre accepta l'invitation d'Elisabeth à rester au manoir plutôt que de retourner en Normandie. Elle lui attribua une chambre d'hôte confortable dans l'aile est. Après un dîner partagé avec l'équipe scientifique, où les conversations portaient sur les avancées récentes en médecine vétérinaire, Jean-Pierre et Elisabeth se retrouvèrent seuls dans la bibliothèque du manoir. Un feu crépitait dans la cheminée en granit, créant une atmosphère intime. « Merci pour cette journée », dit Jean-Pierre en acceptant le cognac qu'elle lui offrait. Malgré l'inspection surprise, « Merci à vous d'être restés ». Elle s'assit dans un fauteuil face au sien, son propre verre à la main. « Vos visites sont devenues importantes pour le centre, pour Tonnerre. » « Pour Tonnerre uniquement ?» osa-t-il, surpris par sa propre audace. Elisabeth le regarda par-dessus son verre, un sourire énigmatique aux lèvres. « Pour moi aussi, Jean-Pierre, je ne m'attendais pas à apprécier autant votre compagnie. De même, admit-il, quand je vous ai rencontré ce premier jour dans mon salon, j'y étais méfiant. Maintenant, j'attends le vendredi avec impatience. » Un silence confortable s'installa entre eux, uniquement troublé par le craquement du bois dans l'âtre. Jean-Pierre réalisa qu'à 68 ans, il ressentait quelque chose qu'il croyait disparu depuis la mort de Françoise. Cette légère nervosité, cette conscience aiguë de chaque geste, chaque mot. « Je devrais peut-être venir plus souvent », dit-il finalement. « Pour Tonnerre, bien sûr, répondit-elle avec un léger rire. Que le centre vous est ouvert quand vous le souhaitez, Jean-Pierre. » Le lendemain matin, ils se rendirent ensemble au paddock où Tonnerre avait été lâché pour sa séance quotidienne d'exercice libre.
Jean-Pierre resta bouche bée en voyant son étalon trotter avec une aisance qu'il n'aurait jamais cru possible quelques mois plus tôt. Il n'y avait presque plus de boiterie visible, juste une légère asymétrie dans son mouvement. « C'est miraculeux », murmura-t-il. « Pas un miracle », corrigea Elisabeth, reprenant les mots du professeur Mercier. « De la science, de la patience et les qualités exceptionnelles de Tonnerre. Sa volonté de guérir est remarquable. » Tandis qu'ils observaient elle et Talon, une voiture de luxe remonta l'allée du manoir, s'arrêtant dans un crissement de pneus sur le gravier. Un homme élégant d'une quarantaine d'années en sortit, sa posture exprimant une autorité naturelle et une certaine arrogance. « Laurent » soupira Elisabeth, ses épaules se raidissant instantanément. « Quelle surprise déplaisante! Votre cousin ? Lui-même. Attendez-vous à un spectacle peu ragoûtant ?» Elle se tourna vers Jean-Pierre. « Je suis désolé pour ce qui va suivre. » Laurent Dufresne s'approchait à grandes enjambées, ignorant délibérément les protocoles de sécurité du centre. Son costume impeccable et sa cravate de soie criaient le pouvoir et l'argent. « Elisabeth » lança-t-il sans préambule, « tu ne réponds pas à mes appels, alors me voilà. » L'inspection d'IRN n'était qu'un avertissement. Le Conseil exige des explications sur les fonds que tu engloutis ici. Laurent, je te présente Jean-Pierre Moreau, intervint Elisabeth avec un calme forcé. Un éleveur respecté et propriétaire de Tonnerre, l'un de nos patients les plus prometteurs. Laurent jeta à peine un regard à Jean-Pierre, elle évaluant et le rejetant en une seconde. « Enchanté », dit-il sans conviction avant de revenir à sa cousine. Le conseil d'administration se réunit lundi. J'ai besoin de chiffres concrets, pas de belles histoires sur des chevaux miraculés. Jean-Pierre, qui n'avait pas l'habitude d'être ainsi ignoré, s'avança. Monsieur Dufresne, votre cousine accomplit ici un travail remarquable. Mon étalon était condamné il y a quelques mois. Regardez-le maintenant. Laurent daigna enfin observer Tonnerre, qui trottait dans le paddock. Impressionnant, j'en conviens, mais savez-vous combien coûte ce miracle ? Des millions qui pourraient financer des recherches pour sauver des vies humaines. Ces recherches sauvent des vies, rétorqua Elisabeth. Chaque avancée dans ce domaine peut être adaptée pour les humains, tu le sais parfaitement. Ce que je sais, c'est que les actionnaires s'impatientent. Tante Marguerite elle-même s'inquiète. Elisabeth pâlit légèrement à la mention de ce nom. « Ma mère n'a jamais compris mon travail ?» Ta mère comprend les chiffres, elle, et les chiffres sont catastrophiques. Laurent sortit une tablette de sa sacoche. 8 millions d'euros en 3 ans, sans aucun retour sur investissement. Le Conseil ne peut plus l'ignorer. Mes fonds personnels ne représentent qu'une partie du financement, coupa Laurent. N'oublie pas les subventions obtenues grâce au nom des laboratoires Lacroix. Jean-Pierre observait cet échange, comprenant soudain les pressions que subissait Elisabeth. Derrière son assurance et sa fortune apparente se cachaient des vulnérabilités et des contraintes qu'il n'avait pas soupçonnées. « Nous sommes sur le point de finaliser notre protocole », affirma Elisabeth. 6 mois, peut-être moins, et nous pourrons déposer un brevet qui… 6 mois de plus ?» Laurent secoua la tête. « Tu disais déjà cela l'année dernière. Le Conseil veut des résultats maintenant, pas des promesses. Je peux peut-être intervenir ?» proposa Jean-Pierre, surprenant les deux cousins. Laurent le toisa avec condescendance. « Avec tout le respect que je vous dois, monsieur, ceci est une affaire familiale et corporative. » Justement, insista Jean-Pierre. Je ne suis ni de votre famille, ni de votre entreprise, ce qui me donne une perspective unique. Elisabeth lui lança un regard curieux. « Qu'avez-vous en tête, Jean-Pierre ? Une démonstration publique des résultats. Pas dans 6 mois, mais maintenant. Montrez ce que vous avez déjà accompli. » Laurent émit un rire sans joie. Une démonstration, comme un cirque équestre, comme une présentation scientifique, corrigea Jean-Pierre. Invitez le conseil d'administration ici. Montrez-leur Tonnerre, Phénix,
Les autres chevaux. Présentez vos données, vos projections financières. Elisabeth semblait réfléchir intensément. Ce n'est pas une mauvaise idée. Antoine pourrait présenter nos dernières analyses et je pourrais témoigner, ajouta Jean-Pierre. En tant que propriétaire et expert équin reconnu, Laurent les observait, son mépris initial cédant légèrement place à l'intérêt. Tu réalises que le conseil cherche un retour financier, pas des chevaux qui trottent joliment? Nos recherches ont des applications commerciales immédiates, répliqua Elisabeth, reprenant de l'assurance. Notre traitement contre l'arthrite équine pourrait être adapté pour les chiens et chats dans un premier temps, puis pour les humains. Avec quelle projection de revenus? Antoine a estimé le marché potentiel à 300 millions d'euros par an, rien que pour le secteur vétérinaire. Laurent haussa un sourcil, visiblement surpris par ce chiffre. Je veux voir ces projections. Détaillées, tu les auras lundi avec le reste du conseil, affirma Elisabeth, mais à une condition. Tu n'es pas en position d'imposer des conditions. Si je convainc le conseil, la fondation reste indépendante. Aucune interférence des laboratoires Lacroix dans nos méthodes ou nos objectifs. Les deux cousins se jaugèrent un long moment, l'air vibrant de tensions familiales anciennes et de rivalités bien ancrées. D'accord, céda finalement Laurent. Si, et c'est un grand si, tu convaincs le conseil, tu garderas ton autonomie. Mais je veux un siège d'observateur au conseil d'administration de ta fondation. Pas question. C'est non négociable, Elisabeth. Un observateur sans droit de vote pour la transparence. Après un moment d'hésitation, elle acquiesça. Très bien, un observateur. Mais je choisis qui? Tant que ce n'est pas ton nouveau. Cavalier, répliqua Laurent avec un regard appuyé vers Jean-Pierre, le conseil acceptera. Une fois Laurent parti, Elisabeth s'effondra presque, s'appuyant contre la barrière du paddock. « Je suis désolé que vous ayez assisté à ça, » dit-elle à Jean-Pierre. « Ne vous excusez pas, » répondit Jean-Pierre. « Les familles sont compliquées. Surtout celles qui gèrent des fortunes. Laurent n'a jamais compris l'importance de ce que nous faisons ici. » Elisabeth soupira profondément. Pour lui, tout se résume à des lignes dans un tableau financier. Les 3 jours suivants furent consacrés à la préparation intensive de la présentation au conseil. Jean-Pierre, qui avait décidé de rester pour aider, fut impressionné par la transformation d'Elisabeth. La femme passionnée et chaleureuse qu'il avait appris à connaître laissait place à une stratège redoutable, coordonnant une équipe déterminée à sauver leur travail. Le professeur Mercier compilait des dossiers scientifiques exhaustifs. Les vétérinaires préparaient des chevaux pour des démonstrations impeccables. Des spécialistes financiers travaillaient jour et nuit sur des projections économiques convaincantes. « Vous devriez vous reposer », conseilla Jean-Pierre à Elisabeth, la trouvant encore au travail à 2 heures du matin dans la bibliothèque. « Je ne peux pas, » répondit-elle, sans lever les yeux des documents qu'elle étudiait. « Trop de vies dépendent de cette réunion, des vies équines. Pas seulement, elle leva enfin les yeux, révélant des cernes profonds. 23 personnes travaillent ici, Jean-Pierre. Certaines ont quitté des postes prestigieux pour rejoindre ce projet, et il y a tous ces chevaux qu'on pourrait encore sauver. » Il s'assit face à elle, poussant gentiment les papiers de côté. « Vous les convaincrez, j'en suis certain. » « Comment pouvez-vous en être si sûr ? » « Parce que je vous ai vu travailler. Ce que vous accomplissez ici est extraordinaire. Si j'ai pu le voir, eux aussi le verront. Vous êtes différents d'eux, » murmura-t-elle. « Et vous comprenez les chevaux, la passion, et vous croyez que des hommes d'affaires en sont incapables. Laurent en est certainement incapable. » Jean-Pierre sourit légèrement. « Je n'ai pas toujours été gentil avec mes concurrents non plus. Les rivalités familiales sont souvent les plus féroces. » Cette remarque arracha un petit rire à Elisabeth. « Vous avez raison.
Laurent et moi nous battons depuis l'enfance. Il voulait la direction des laboratoires, je l'ai eue. J'ai ensuite choisi de partir pour créer la fondation, et il a vu cela comme un abandon de poste. Il vous en veut toujours, probablement. Elle repoussa une mèche de cheveux derrière son oreille. Mais c'est aussi un homme d'affaires intelligent. Si je peux lui prouver la viabilité commerciale de nos recherches, il nous soutiendra. Le dimanche, veille de la présentation, un événement inattendu vint bouleverser leurs plans. Tonnerre, qui avait montré des progrès constants jusqu'alors, refusa soudainement de marcher. Jean-Pierre, qui s'apprêtait à rentrer en Normandie pour chercher des documents, fut alerté par un appel urgent de Elisabeth. « Il est comment ?» demanda-t-il, non immédiatement inquiet, prostré dans son box. Il refuse toute nourriture et montre des signes de douleur intense. « J'arrive tout de suite. » Quand Jean-Pierre arriva au centre 2 heures plus tard, il trouva une équipe médicale complète mobilisée autour de Tonnerre. Elle, Étalon, était couché sur la paille fraîche, sa respiration laborieuse, son regard habituellement vif, maintenant terne et distant. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-il au professeur Mercier qui coordonnait les soins. « Une réaction inflammatoire soudaine », répondit le scientifique, le visage grave. « Nous avons administré la dernière injection du protocole hier, et tout semblait normal jusqu'à ce matin. » Elisabeth, qui n'avait pas quitté le box depuis le début de la crise, avait les traits tirés par l'inquiétude. « Je suis désolé, Jean-Pierre. Nous faisons tout ce que nous pouvons. » Il s'approcha de Tonnerre, s'agenouillant près de sa tête. Elle, Étalon, le reconnut, poussant faiblement son museau contre sa main. Ce simple geste bouleversa Jean-Pierre plus qu'il ne l'aurait imaginé. « Est-ce qu'il va s'en sortir ?» demanda-t-il, la gorge serrée. Le professeur Mercier échangea un regard avec Elisabeth avant de répondre. « Nous le pensons. » Il s'agit probablement d'une réaction temporaire au dernier composé. Nous avons déjà commencé un traitement pour contrer l'inflammation. Les heures suivantes furent les plus longues que Jean-Pierre ait jamais vécues. Il resta près de Tonnerre, lui parlant doucement, le rassurant de sa présence. Elisabeth s'absenta périodiquement pour superviser les préparatifs de la présentation du lendemain, mais revenait toujours rapidement au box. Vers minuit, alors que le centre était plongé dans un silence tendu, Tonnerre montra les premiers signes d'amélioration. Sa respiration devint plus régulière et il accepta de boire un peu d'eau. « C'est bon signe », murmura Elisabeth, qui avait apporté des couvertures et du café. Son corps combat l'inflammation. Jean-Pierre, épuisé mais refusant de quitter son cheval, accepta la tasse avec gratitude. Qu'est-ce que cela signifie pour demain? Pour la présentation? Elisabeth haussa les épaules. Nous utiliserons Phénix comme cas principal. Tonnerre sera mentionné, mais pas présenté physiquement. Je suis désolé. Je sais combien vous comptiez sur lui pour impressionner le conseil. Ne vous inquiétez pas pour ça. Elle posa une main sur son bras. Ce qui compte, c'est qu'il se rétablisse. À 3 heures du matin, Tonnerre se releva enfin, chancelant mais debout. Le soulagement qui envahit Jean-Pierre fut si intense qu'il dut s'asseoir sur un ballot de paille. « Il est solide », commenta Elisabeth, visiblement émue elle aussi. « Un vrai battant. » « Comme sa propriétaire », répondit Jean-Pierre sans réfléchir. Leurs regards se croisèrent dans la pénombre du box, et pendant un instant, le monde extérieur sembla s'effacer. Jean-Pierre se surprit à penser que, à 68 ans, après avoir cru son cœur définitivement fermé, il était peut-être en train de tomber amoureux. L'aube les trouva tous deux endormis sur des chaises de camping près du box, réveillés par l'agitation croissante du centre qui se préparait pour l'arrivée imminente du conseil d'administration. À 10 heures précises, les membres du conseil d'administration des laboratoires Lacroix arrivèrent au manoir de Kerlaouan. 7 hommes et 3 femmes en costumes impeccables, accompagnés de Laurent qui arborait un sourire suffisant. Jean-Pierre,
fraîchement douchés et changés, observaient leur arrivée depuis la fenêtre de la salle de conférence. « Prêt ?» demanda Elisabeth en le rejoignant, transformée elle aussi. Sa tenue décontractée avait laissé place à un tailleur gris anthracite qui soulignait son autorité naturelle. « Aussi près qu'on peut l'être, » répondit-il. « Et Tonnerre ?» Stable, le professeur Mercier reste avec lui. Elle serra brièvement sa main. « Merci d'être resté, Jean-Pierre. » La présentation commença par une visite guidée des installations, suivie d'une démonstration impressionnante avec Phénix et 3 autres chevaux guéris. Les membres du conseil, d'abord distants et sceptiques, montrèrent progressivement des signes d'intérêt. Marguerite Lacroix, mère d'Elisabeth et présidente honoraire du conseil, une femme élégante aux cheveux argentés, posa des questions précises sur le protocole médical. Jean-Pierre nota que Elisabeth devenait plus tendue en sa présence, comme si l'approbation maternelle représentait un enjeu particulier. « Et les applications humaines ?» demanda finalement un membre du conseil après la présentation scientifique du professeur Mercier. « Nos recherches ont déjà permis d'identifier 3 composés prometteurs pour le traitement de l'arthrite humaine, » répondit Elisabeth. Les tests préliminaires montrent une efficacité potentielle supérieure de 40% aux traitements actuels, avec moins d'effets secondaires. Laurent, qui était resté silencieux jusque-là, intervint. Ces allégations sont-elles vérifiables? Entièrement, confirma le professeur en distribuant des dossiers détaillés. Nous sommes prêts à entamer la phase de test préclinique pour l'application humaine dès l'année prochaine. Puis vint le moment du témoignage de Jean-Pierre. Debout face au conseil, il parla avec la sincérité d'un homme qui avait vu l'impossible se produire. Il y a 6 mois, j'y étais prêt à dire adieu à mon champion. Aujourd'hui, malgré un contretemps temporaire, Tonnerre est sur la voie d'une guérison que 3 vétérinaires réputés avaient jugée impossible. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un cheval. C'est la preuve que nous pouvons repousser les limites de ce que nous croyons possible en médecine. Un murmure d'approbation parcourut l'assemblée. Même Laurent semblait impressionné malgré lui. C'est alors qu'un bruit de sabots résonna dans le couloir. Toutes les têtes se tournèrent vers la porte qui s'ouvrit pour laisser entrer le professeur Mercier, tenant Tonnerre par un licol. Elle, étalon, bien que visiblement fatiguée, se tenait droit, marchant avec une assurance que Jean-Pierre n'aurait jamais cru revoir. « Mesdames et messieurs, » annonça le professeur, « permettez-moi de vous présenter Tonnerre, notre patient le plus récent et peut-être notre plus grande réussite. » La démonstration improvisée électrisa la salle. Voir cet animal majestueux, que tous s'avèrent condamner quelques mois plus tôt, marcher presque normalement, créa l'impact émotionnel qu'aucun graphique ni projection financière n'aurait pu produire. Marguerite Lacroix se leva, s'approchant lentement de elle étalon. « Il est magnifique !» murmura-t-elle, en caressant son encolure. Puis, se tournant vers sa fille, « Tu avais raison, Elisabeth. J'ai eu tort de douter. » Ces simples mots semblèrent toucher Elisabeth plus profondément que tous les éloges précédents. Jean-Pierre vit ses yeux briller de larmes contenues. Le vote du conseil fut unanime. La Fondation Dufresne conserverait son indépendance et recevrait un financement supplémentaire pour accélérer les applications humaines de ses découvertes. Même Laurent dut s'incliner. « Tu as gagné !» admit-il auprès d'Elisabeth après le départ des autres membres. « Mais je te surveillerai quand même. »« Je n'en attendais pas moins, » répondit-elle avec un sourire. Une fois seuls, Jean-Pierre et Elisabeth ramenèrent Tonnerre à son box. Elle, étalon, épuisé par sa performance mais visiblement satisfait, s'installa confortablement dans sa litière fraîche. « Il a sauvé la Fondation », commenta Jean-Pierre. « Nous l'avons sauvé ensemble, » corrigea Elisabeth. « Vous, moi, Tonnerre, toute l'équipe. » Un silence confortable s'installa entre eux, chargé de possibilités inexploitées. « Que se passe-t-il maintenant ?» demanda finalement Jean-Pierre. « Pour Tonnerre,
Encore quelques semaines de traitement, puis il pourra rentrer chez vous, en Normandie. Et pour nous? Élisabeth le regarda longuement avant de répondre. Cela dépend de vous, Jean-Pierre. La Normandie est à 3 heures de route. Ce n'est pas si loin. Pas si loin du tout, confirma-t-il en prenant sa main. Et j'ai toujours aimé la Bretagne. 6 mois plus tard, lors d'une journée portes ouvertes au centre devenu officiellement l'Institut Lacroix-Dufresne pour la médecine régénérative, Tonnerre galopait librement dans le grand paddock sous les yeux émerveillés de visiteurs et de journalistes. L'arthrite qui avait failli lui coûter la vie n'était plus qu'un mauvais souvenir. Jean-Pierre, désormais consultant officiel de l'Institut et bien plus qu'un ami pour sa directrice, observait avec fierté son étalon redevenu l'athlète puissant qu'il avait toujours été. « $1 bien investi », commenta Élisabeth en glissant sa main dans la sienne. « Le meilleur investissement de ma vie », confirma Jean-Pierre, sachant qu'il parlait de bien plus que d'argent. Dans les mois qui suivirent, des centaines de propriétaires des équidés sollicitèrent l'Institut et les premières applications humaines du traitement commencèrent à donner des résultats prometteurs. Ce qui avait commencé comme la vente désespérée d'un cheval boiteux pour $1 symbolique cesse était transformé en une révolution médicale qui changerait la vie de milliers d'êtres humains et équins.